Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers auditeurs d'Altistoria et bienvenue dans une nouvelle émission vous emmenant dans le monde du Velay Vivarais, écrin de conception des fresques de la grotte Chauvet. Nous sommes avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Loïs. Frédéric, vous êtes président fondateur en 2008 du Centre Haroun Tazieff pour les sciences de la Terre. Vous avez œuvré comme élu de choix des rôles à l'extension du parc naturel régional des Monts d'Ardèche à 17 communes de Haute-Loire et à la création du géoparc mondial UNESCO des Monts d'Ardèche, ce qui vous a amené à étudier le rapport des fresques de la grotte Chauvet-Pont d'Arc avec le territoire, ses paysages et sa géologie. Cela vous a conduit en 2015 à démontrer qu'il y a des représentations de certains de nos volcans au sein de la grotte découverte il y a 30 ans maintenant. De vos recherches, vous tirez cette interrogation principale: l'être humain est-il le seul animal fasciné par le spectacle de catastrophe ? Depuis 10 ans, vous explorez les conséquences de cette question sur nos interprétations de l'histoire et de la préhistoire, notamment en Velay et Vivarais. Qu'est-ce qu'on entend par zone géographique du Velay et du Vivarais ? Alors, d'abord, ce sont deux anciennes provinces qui sont voisines, contiguës. Le Velay du nom des populations celtes Vellaves et le Vivarais du fait de l'évêché de Viviers. Depuis que l'évêque n'est plus à Alba-la-Romaine mais à Viviers, on parle de Vivarais. Enfin, je pense que c'est ça l'origine des deux noms. Donc, ce sont deux anciennes provinces, mais ce sont deux anciennes provinces qui présentent une caractéristique tout à fait étonnante, à mes yeux du moins. C'est que c'est une unité formée de deux ensembles paysagers très contrastés. Pourquoi est-ce qu'on lie les deux ? Pourquoi ces zones géographiques sont-elles liées ? Est-ce qu'elles sont interdépendantes en termes de compréhension, d'analyse géologique ? Oui, alors, comme tous les territoires du monde, tous les espaces géographiques du monde sont interdépendants les uns des autres par le jeu de la tectonique des plaques, de la géologie, de l'érosion, des facteurs, enfin, tous les facteurs qui dessinent nos paysages. Plus précisément, en ce qui concerne le Vivarais-Velay, c'est une région qui, évidemment, comme toutes les régions, a la frontière de deux régions, le Vivarais d'un côté et le Velay de l'autre côté. Il y a toute une série d'échanges qui sont des échanges profondément culturels sur le plan de l'humanité, mais aussi des échanges de végétation, de toutes sortes d'espèces vivantes, d'espèces animales. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas de région géographiquement identifiée qui ne soit tributaire de ces marges. Alors, en ce qui concerne le Vivarais-Velay, moi, je le vois comme un territoire tout à fait exceptionnel parce que il est contrasté. Vous avez du côté ardéchois des paysages très accidentés, des vallées profondes qui entaillent le sol très profondément et qui sont séparées par des serres, des crêtes montagneuses assez escarpées. Et de l'autre côté, côté Haute-Loire, une partie de l'Ardèche aussi, on est sur un vaste plateau d'altitude moyenne, mais c'est quand même la Haute-Loire, c'est quand même le département de France qui a l'altitude moyenne la plus élevée. On ne le sait pas, mais c'est quand même important de le savoir. Alors, ces deux ensembles paysagers qui sont très contrastés ont rigoureusement la même histoire géologique et volcanique. Les volcans sont les mêmes d'un côté et de l'autre en fait, de la ligne de crête qui sépare les deux. Ce territoire, fait du Vivarais et du Velay, s'articule autour d'une sorte d'épine dorsale qui est une vaste diagonale de volcans qui fait environ 120 km de long pour une quarantaine de kilomètres de large et qui démarre du côté des Gorges de la Loire, du côté de Rosières, mettons, et qui va jusqu'en face de Montélimar. Et ça, c'est une compréhension, une vision, une image du territoire que, en général, les gens n'ont pas. Et qu'à mon avis, les gens de la préhistoire avaient cette image-là de notre territoire. C'est pour ça que je travaille toujours sur l'idée Vivarais-Velay en ne dissociant pas le Velay du Vivarais, alors que ce sont deux ensembles paysagers d'une part, et puis du point de vue de ce que nous savons encore aujourd'hui, de l'histoire propre de chacune de ces localités. Bon, ce sont deux territoires différents, c'est deux évêchés différents, mais tout ça est entrecroisé. Alors, donc, Vivarais-Velay, pourquoi Vivarais-Velay ? Pour moi, parce que ce sont deux
départements, aujourd'hui essentiellement l'Ardèche et la Haute-Loire, qui s'articulent sur cette diagonale de volcans, que j'appelle la diagonale du Vivarais, parce que ce qui la détermine comme du point de vue historique profond, c'est-à-dire préhistorique, c'est à mon avis la conscience que pouvaient avoir les gens de la grotte Chauvet et ceux qui les ont précédés, la vision, la compréhension du territoire qu'ils pouvaient avoir, et ça part du Vivarais puisque ça part de la grotte Chauvet. Alors, vous commencez à parler de la grotte Chauvet, justement, j'y viens. Est-ce que ce paysage, sur cette zone géographique, est-ce qu'il a beaucoup changé depuis l'homme de Néandertal ? Il a un peu changé. Alors, il a changé du point de vue du couvert végétal, bien entendu. Déjà, pour nos auditeurs, il s'est écoulé combien de temps depuis l'homme de Néandertal environ ? Alors, l'homme de Néandertal, il apparaît dans nos régions européennes environ il y a 400 000 ans. Alors que nous, l'espèce sapiens, la variété sapiens de l'espèce humaine, nous apparaissons il y a environ 300 000 ans au Maroc. C'est les dates les plus anciennes qu'on ait trouvées. Néandertal, qui est essentiellement européen, mais enfin européen, ça va jusqu'au-delà de l'Oural. Néandertal, il apparaît entre 300 et 400 000 ans, et puis il disparaît vers 30 000 ans, 20 000 ans du côté de l'Espagne. Et Néandertal a vu un certain nombre de volcans en éruption. Alors, entre 3 et 400 000 ans, le paysage, donc il a beaucoup changé ou est-ce qu'au final, on peut s'y retrouver ? On peut s'y retrouver, évidemment. C'est le couvert végétal qui a beaucoup changé. Le couvert végétal parce que le climat n'était pas le même, il était plus rude. Donc tous nos plateaux qui aujourd'hui sont largement parsemés ou couverts de forêt étaient dénudés. C'est un paysage de végétation rase. Mais en dehors de ça, ce qui a changé essentiellement, d'une façon globale, c'est l'apparition d'un certain nombre de volcans qui n'y étaient pas il y a 400 000 ans. Et qui n'y est... Voilà, c'est-à-dire ce volcanisme local, il a été observé par les humains depuis 2 millions d'années. Les humains arpentent notre Languedoc depuis 2 millions d'années. Et des volcans, ils en ont vu. Pendant 2 millions d'années, on a vu des volcans. Le dernier qu'on ait vu en Haute-Loire, il avait environ 30 000 ans. Alors justement, on se rapproche petit à petit du cœur du sujet. Le cœur du sujet de cette émission, c'est la grotte Chauvet-Pont d'Arc, rappelons-le. Vous êtes partisan d'une représentation possible de ce paysage qu'on vient de décrire, dont on vient de parler, sur les fresques de la grotte Chauvet. La grotte Chauvet, rappelons-le, est une grotte donc préhistorique qui a été découverte en 1994, donc il y a 30 ans, par Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hiller. Mais aussi, vous êtes partisan d'une possible représentation du phénomène éruptif volcanique de l'époque sur ces fresques. Quels éléments peut-on apporter pour nous permettre d'avancer cela ? Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, le plus concret, le plus matériel, c'est qu'en 2015, j'ai lu un article scientifique que j'ai trouvé tout à fait remarquable dans une revue d'archéologie qui était consacrée à la grotte Chauvet, une revue qui s'appelle Dossier d'archéologie, voilà, un numéro spécial de la revue Dossier d'archéologie qui était consacré à la grotte Chauvet. Et là-dedans, il y avait un article sur un panneau de la grotte Chauvet, une fresque, qui s'appelle le panneau du Mégacéros. Un Mégacéros, c'est un cerf préhistorique avec de très grands bois, très impressionnant. Et ce panneau de Mégacéros était décortiqué en quelque sorte par les scientifiques qui l'ont analysé, et ils ont reproduit minutieusement tous les traits, tous les signes qu'il y avait sur ce panneau. On voit bien un Mégacéros en position oblique. On voit très nettement l'échine d'un rhinocéros qui est en position verticale, l'échine uniquement, en position verticale. Et puis on voit des signes divers. Et j'ai instantanément vu dans ces signes, d'une part le mont Mézin, au sommet, donc deux lignes qui me paraissaient être le profil du mont Mézin, juste en dessous ce qui me paraissait être le volcan du Cherchemus, et juste en dessous de ce qui me paraissait être le volcan du Cherchemus, comme sortant des naseaux du Mégacéros en position oblique, de grandes gerbes blanches striées de noir. Et là, j'ai vu le lac d'Issarlès en éruption sans magma, en éruption que je qualifierais de gazo-hydrique. Les spécialistes parlent d'éruption hydrogazeuse parce qu'il y a quelques volcans dans le monde qui, comme le lac d'Issarlès, ce sont des cratères phréato-magmatiques, c'est-à-dire qui marient l'eau et le feu, en quelque sorte, et qui ont été le siège d'éruptions
très brutale de gaz volcanique qui projette en l'air les eaux du lac et qui crée donc une espèce de gigantesque geyser. Et quand ces eaux retombent, ça peut créer un tsunami local qui fait des ravages. Mais surtout, ce sont des éruptions essentiellement gazeuses. C'est-à-dire qu'une énorme quantité, des millions de mètres cubes de gaz volcanique, surtout du CO2, s'échappe brutalement d'un réservoir qui se brise et asphyxie toute vie animale qui est animale à poumon, en quelque sorte. Quand on a besoin de respirer l'oxygène de l'air, on est instantanément asphyxié, y compris les hommes qui pourraient se trouver là. Et j'ai vu dans ce dessin d'archéologie la représentation du lac d'Isarles en éruption gazo-hydrique, qui sont des éruptions très très rares. Mais je connais bien le phénomène pour avoir étudié ce que les scientifiques ont étudié sur ces phénomènes qui sont rares. Et un des scientifiques qui s'y intéressé le plus récemment s'appelle Thierry Delrosso avec sa petite équipe. Ils ont établi que le lac Pavin, le fameux lac Pavin dans le Puy-de-Dôme, a connu une éruption de ce type au XIIIe siècle, en 1250. Et j'ai suivi les travaux de cette équipe, j'ai été voir sur le terrain comme ils travaillaient. Et donc je connais bien le phénomène. En plus, le phénomène a été étudié par Haroun Tazieff quand il s'est produit au Cameroun en 1986 sur le lac Nyos, qui est un lac comme le lac Pavin et comme le lac Isarles. Et c'est instruit de cette connaissance-là par les scientifiques et connaissant parfaitement bien le territoire, enfin parfaitement bien, disons que je connais très très bien quand même le territoire du Vivarais et du Velay, notamment sous l'angle de son volcanisme et de ses paysages. Ayant ces deux types d'informations, j'ai vu ça dans la grotte Chauvet. Et je me suis dit, mais si c'est ça, je devrais retrouver aux abords du lac d'Isarles des traces géologiques que le phénomène s'est produit. Bien que je ne sois pas spécialiste de la question, ça m'a paru normal de se poser cette question et de tenter d'y répondre. Donc j'y suis allé et en 4 heures, j'ai trouvé ce qui me paraissait être des incongruités dans le paysage qui pouvaient témoigner qu'il y avait bien eu ce phénomène. Donc j'ai appelé Thierry Delrosso, je lui ai dit « Viens voir ». Et il est venu et je lui ai montré ce que j'avais vu de bizarre. Il m'a dit « Oui, en effet, c'est bizarre ». Et je lui ai dit « Regarde, là, il faudrait faire des prélèvements, prélever des échantillons, et ce serait bien que tu les analyses. » Il l'a fait pour comparer à ce qu'il avait découvert au Pavin. Et après, quelques mois après, il m'a dit « Bingo, tu as raison, ce qui s'est produit au Pavin, s'est produit au lac d'Isarles ». Donc alors ça c'était en 2015. Depuis 2015, ça va faire 10 ans maintenant, cet été, j'attends une contre-expertise scientifique qui nous dise « Vous êtes gourés les gars, c'est pas ça ». Mais tant qu'on n'a pas cette contre-expertise, pour le moment, la vérité scientifique, elle peut être provisoire, c'est qu'effectivement, dans les fresques de Chauvet, il y a la représentation d'un phénomène, parce que ce phénomène, on en trouve les traces. Comment peut-on être sûr que ce phénomène est lié à Isarles, au lac d'Isarles ? Ah, mais parce que moi j'ai vu l'endroit où, quand j'y suis allé, j'ai regardé par où le lac aurait pu déborder. C'est vite vu, hein, c'est par le débarcadère, c'est le point le plus bas de la topographie des berges du lac, et donc s'il y a un débordement, c'est par là que ça se passe, en direction de la vallée de la Loire, la vallée de la Véradère et de la Loire. Et alors là, tout est anthropisé, hein, c'est bétonné de partout, il y a des baraques de partout, on ne voit pas grand-chose, mais j'avais quand même repéré au loin, un peu au-delà du village, en contrebas, vers l'ouest donc, des trucs qui me paraissaient bizarres sur le plan topographique. Donc je suis allé voir, et là je suis tombé sur une espèce de vallée en forme de crosse de hockey en quelque sorte. Hein. Depuis le débarcadère, on a le manche de la crosse de hockey, puis il y a une courbure, et ça descend vers la Loire. Et là, il y a un petit ruisseau, et ce petit ruisseau entame le terrain. Donc on voit bien un lit majeur, mais qui n'est occupé que dans un lit tout à fait mineur où il n'y a plus qu'un petit ruisseau. Mais il y a eu un lit majeur très important. Et là, j'ai trouvé dans la coupe faite par ce ruisseau dans le terrain, ce que les géologues appellent un horizon, c'est-à-dire une couche géologique hétérogène par rapport à ce qu'il y avait en dessous et au-dessus. C'est-à-dire en dessous et au-dessus, on a une sorte de sable granitique. Et entre les deux, on a un matériau qui n'a rien à voir avec ça, dans lequel il y a notamment de la lave, mais de la lave très ancienne. Ce n'est pas de la lave qui date d'il y a 36 000 ans, clairement de la lave d'il y a peut-être 1 million d'années. Et donc qui a été drainée là, probablement par le débordement violent des eaux du lac. Voilà, donc c'est ce que Thierry Delrosso a analysé, et ça correspond à ce qu'il a trouvé au Pavin aussi. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques ou géologiques, mais en gros c'est ça. C'est-à-dire que
ma lecture de cette fresque de Chauvet à mon bureau, en quelque sorte, m'a amené à formuler une hypothèse. Je vais sur le terrain, l'hypothèse se vérifie. Je suis donc bien dans une démarche scientifique hypothético-déductive. La conséquence de ça, elle est phénoménale. C'est que nous avons une syntaxe commune avec les gens qui ont orné la grotte Chauvet. Parce que si je peux, de façon si précise, lire un message émis il y a 36 000 ans, et que ce message est si précis que ça me dit de quoi il retourne et où ça se trouve. Et je trouve. Donc c'est bien qu'on a un langage commun. Vous dites que le Velay est un territoire d'énigmes à résoudre. En quoi est-il si énigmatique que ça ? Alors, le Velay, le Vivarais-Velay, ou le Velay-Vivarais selon la sensibilité départementale que l'on a. Disons qu'ici, à Altistoria, on va dire Velay-Vivarais. En tout cas, grotte Chauvet, on est dans le Vivarais. Alors, on est clairement dans le Vivarais, oui. Dans le bas Vivarais. Ah oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de Viviers. Alors, ce qui est intéressant quand même, je fais une petite incise sur la situation de la grotte Chauvet. Elle se trouve au bout d'une petite rivière, à la confluence d'une petite rivière qui s'appelle l'Ibille et de l'Ardèche. Et quand on remonte le cours de l'Ibille, on arrive très rapidement à la vallée de l'Escoutaille, qui est une vallée qui fait la frontière entre le monde de la pierre de l'eau, pierre blanche, et le monde de la pierre du feu, pierre noire. C'est extraordinaire, c'est flagrant. Ça vous frappe, mais d'une façon très violente sur le plan paysager. Le contraste noir-blanc, pierre du feu, pierre de l'eau. Comment voulez-vous que des artistes comme ceux qui ont orné la grotte Chauvet aient pu échapper à l'esthétique de tels paysages, avec ce contraste étonnant du blanc et du noir, de l'eau et du feu. Ça, c'était une petite parenthèse, mais pour revenir à votre question, que j'ai déjà oubliée. Alors justement, moi, j'aurais une autre parenthèse sur la grotte Chauvet, tant qu'on y est sur les parenthèses. Chauvet et son équipe découvrent la grotte le 18 décembre 1994. Oui. Ils préviennent la DRAC uniquement 10 jours après, le 27 décembre 1994. Oui. Vous en pensez quoi ? Je n'ai pas de religion à ce sujet. Il y a de très grosses polémiques sur la question. Connaissant quand même bien le monde institutionnel pour y être confronté depuis quelques dizaines d'années, je ne suis pas étonné qu'il y ait eu des conflits. Connaissant très bien aussi, malgré moi, le monde scientifique, je ne suis pas étonné qu'il y ait des conflits parce que l'histoire de pognon, de pouvoir. Alors moi, je ne connais pas le détail de l'affaire. J'ai vu la version des uns, la version des autres. Une chose est absolument certaine, c'est que la première personne qui a vu les fresques, c'est Eliette Brunel. Et avec ses compagnons, ils ont exploré ça et ils nous ont ouvert une caverne d'Ali Baba. Est-ce qu'elle a été bien prise en charge, cette grotte ? On sait qu'à Lascaux, il y a eu des erreurs monumentales, notamment au début Lascaux, c'est bien avant, en 1940, je crois. C'est bien après, c'est 17 000 ans après Chauvet, mais ça a été découvert. Oui. Voilà, ça a été découvert bien avant, en tout cas. Est-ce que le début de la structuration de cette grotte, en termes de recherche, en termes de tourisme, est-ce que ça a été mieux pris en charge que Lascaux ? Ah oui, certainement. Certainement. D'abord, du point de vue de la préservation des œuvres, ils ont fait, je veux dire, les équipes scientifiques qui se sont succédées là, j'ai beau avoir beaucoup de reproches à leur faire, chapeau pour ce qu'ils ont fait du point de vue de la préservation. Ils ont vraiment très, 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 très bien travaillé, je pense, à ce niveau-là. Enfin, je vois ça de l'extérieur et comme amateur, en quelque sorte. Je ne suis pas professionnel de rien du tout là-dedans. Mais je pense qu'ils ont très, très bien fait. À Lascaux, contrairement à ce qui s'est passé à Chauvet, c'est d'ailleurs l'expérience de Lascaux qui a permis de comprendre comment il fallait faire à Chauvet. Parce qu'à Lascaux, on a un peu des monuments. Moi, je suis allé à Lascaux quand j'étais gamin. Je n'ai pas gardé un souvenir très précis, mais on pouvait y aller n'importe comment. N'importe quand. Aujourd'hui, si on visite Chauvet, on visite une reconstitution, on est d'accord ? Oui, on visite une reconstitution. Heureusement qu'elle est là. Parce que comme outil pédagogique, je ne regrette pas qu'elle soit là. Comme valeur pédagogique, je la trouve assez moyenne. C'est-à-dire que d'une part, d'abord parce qu'ils ont restreint l'espace. Il n'y a pas moyen de se rendre compte de l'espace interne de la grotte Chauvet parce qu'il est raccourci. Donc déjà, on manque d'une donnée fondamentale pour observer, se pénétrer de ces fresques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a certaines fresques majeures, mais vraiment majeures, qu'ils ont loupées. Ils ont loupé parce qu'ils les ont mal vues, mal comprises. La plus belle d'entre elles, c'est ce que j'appelle le cheval philosophe, mais il n'est nommé par personne, il n'est étudié par personne. Il figure dans nombre
de publications scientifiques ou de livres sur la grotte Chauvet. Il orne même la couverture d'un très beau livre sur la grotte Chauvet qui s'appelle La grotte Chauvet, l'art des origines. Et il y a une superbe tête de cheval qui n'est pas décrite, qui n'est pas éternisée, qui n'est pas nommée. Et ce cheval, il n'y en a pas deux pareils. Il n'y a pas une tête de cheval aussi précisément reproduite par l'artiste que celle-là. On dirait un dessin d'anatomie. Tout est précis, tout est juste. Un vrai dessin d'anatomie, mais qui est un dessin d'artiste et pas seulement un dessin de technicien du cheval. Tout est juste, sauf l'œil, qui n'est pas un œil de cheval, le regard, qui n'est pas un regard de cheval. C'est un regard humain, c'est un œil humain, c'est clair. Et là, ça, c'est fabuleux, parce que l'œil de ce cheval a une intensité, il y a une profondeur, une intensité dans le regard. C'est un regard de philosophe. Donc, le philosophe s'est incarné dans le cheval. Ça dit énormément de choses sur le récit humain du fond des âges. Et voilà, donc ça a été loupé. J'ai une dernière question, parenthèse, et après on laisse le Vivarais pour aller au Velay. Il y a beaucoup d'endroits, de sources qui disent que c'est effectivement Eliette Brunel qui est rentré en première. Oui, j'ai lu ça aussi. Voilà, qui a découvert la grotte. Oui. Pourquoi est-ce que la grotte ne porte pas son nom? Bon, il faudrait lui demander à Jean-Marie Chauvet. Peut-être parce que c'est une question de préséance vu l'équipe. Alors à l'époque, Chauvet était agent contractuel au ministère de la Culture. Oui, c'est ça. Oui. Moi, je les connais pas bien. Je les ai un petit peu fréquentés à certaines occasions et je les trouvais très unis, très sympas les uns avec les autres et on s'est très bien entendus. Mais pourquoi pas la grotte Brunel? Je sais pas. Peut-être que c'est du machisme, peut-être, hein, peut-être pas. J'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, comment dire, cette question, elle a certainement son importance dans la configuration des enjeux actuels en ce qui concerne les pouvoirs, en ce qui concerne les rapports entre les femmes et les hommes, certainement. Mais c'est un aspect que je travaille aussi par ailleurs, mais je ne l'ai pas travaillé sur cette question-là. Quittons le Vivarais pour aller au Velay. Le Velay, vous dites du Velay que c'est un territoire d'énigmes à résoudre. En quoi est-ce que le Velay est un territoire énigmatique? Alors, je ne séparerai pas le Velay du Vivarais, une fois encore, parce que je vais reprendre... Oui. Alors, c'est ce que je vous ai lu. Hein. Vous écrivez « Le Velay est un territoire d'énigmes à résoudre ». Oui, parce que c'était une proposition de titre pour l'émission Altistoria. Ah, voilà. Donc, vous alliez oublier le Vivarais parce que c'était pour votre part, parce que le Altistoria que je salue, parce que vraiment c'est une initiative exceptionnelle qui a été faite, que vous avez faite à FM 43, que je suis très très enthousiaste pour soutenir cette initiative et la développer. Mais ça concerne une institution, FM 43, dont le territoire est la Haute-Loire. Enfin, plus précisément l'Isle-Saint-Gelais, mais d'une façon générale, la Haute-Loire. Altistoria, c'est une émission qui est consacrée à l'histoire de la Haute-Loire. Et pour moi, et donc le Velay fait quand même les 2/3 de la Haute-Loire. Mais on ne peut pas voir, comprendre, analyser en profondeur un territoire sans s'intéresser à ses marges. Bien sûr. C'est même pas seulement un territoire, mais une question quelconque. Il n'y a pas de question dont on fasse un objet central qui ne puisse être travaillé si on ne s'intéresse pas à la périphérie de l'objet central et aux marges. C'est d'ailleurs ce qu'on fait en abordant la grotte Chauvet qui est en Ardèche. Absolument. Et justement, alors pour en revenir, la méthode que j'ai suivie jusqu'à présent est une méthode qui est... J'ai parlé de méthode hypothético-déductive en ce qui concerne la lecture du panneau du Mégacéros, mais ça procède d'abord d'une curiosité que chacun porte en soi pour l'environnement dans lequel on se trouve. Cette curiosité, elle n'est pas hypothético-déductive, elle est d'abord intuitive, elle est d'informations qu'on reçoit à l'éducation, qu'on reçoit déjà dans le ventre de sa maman, et puis comme nous sommes des mammifères qui sortons immatures du ventre de la mère, il y a une maturation ex-utéro par le milieu social, et donc on reçoit énormément d'informations qui répondent à nos angoisses, à nos interrogations, à nos rires ou à nos pleurs, et ça continue toute la vie. C'est une pédagogie en quelque sorte qui est naturelle et pratiquement spontanée pour chacun. Après, on est nourri d'une instruction précise, notamment quand on va à l'école, et ainsi de suite.
Mais on interroge le monde à la fois par notre ressenti, nos intuitions, et par nos expériences, et par ce que nous avons appris. Tout ça, c'est pas hypothético-déductif, c'est pas scientifique au sens rigoureux, etc., etc. Mais, et donc ma méthode est celle-là, en permanence. Mais ma curiosité pour ce pays, qui est mon pays d'adoption depuis 2000, mais j'avais le projet de venir habiter ici en 63, j'avais 17 ans, donc j'ai mis le temps, je suis arrivé en 2000. Et mon attention a été attirée sur une étrange coïncidence qui concerne le Velay et le Vivarais. Je commence par le Vivarais. Vous avez dans le Vivarais 4 chapelles qui sont dédiées à un saint, un martyr du IIe siècle, Andéol. Donc il y a 4 lieux de culte qui sont dédiés à Saint Andéol. Bourg-Saint-Andéol, Saint-Andéol de Berre, Saint-Andéol de Vals et Saint-Andéol de Fourchade qui est près de Saint-Martial. Et ces 4 chapelles sont rigoureusement alignées et équidistantes de 20 km. Et un jour, je me suis aperçu que cet alignement de chapelles était le même qu'un alignement de volcans majeurs du pied du Mézin, qui sont des cratères phréato-magmatiques, on appelle les mares, M2AR. Je crois que beaucoup de gens en Haute-Loire commencent à être familiarisés avec ce terme de mare, M2AR. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, ça commence à être popularisé. Et donc ces cratères qui sont le fruit du mariage très explosif de l'eau et du feu. Donc ça donne des cratères très particuliers avec des cailloux. Les cailloux qui sont produits par le mariage de l'eau et du feu sont très particuliers aussi. C'est ce qu'on appelle la brèche chez nous, la brèche du Puy, par exemple. Et ces 4 volcans-là, qui sont, si je peux prendre le plus au nord, nord-ouest, c'est le lac de Saint-Front, puis l'Énarse de Chauderolles, puis la plaine des Champs à Boré, et puis le lac de Saint-Martial. Ces 4 volcans sont alignés, à peu près alignés. Bien que les géologues me disent qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas repéré la faille, pour moi, ils sont certainement alignés par une faille. En plus, la faille, je vois à peu près, je sais où la repérer, il faudrait que j'y emmène des géologues. Mais donc, je constate en octobre ou quelque chose comme ça, 2011, à l'automne 2011, que les 4 chapelles ardéchoises sont alignées sur les 4 volcans qui sont essentiellement côté Haute-Loire, enfin non, il y en a 2 en Haute-Loire et deux en Ardèche, mais c'est les volcans du Mézin en quelque sorte, c'est les mares paysagers majeurs du Mézin. Une seule ligne, et donc je rends compte de cette curieuse observation aux géologues et géomorphologues qui assurent ma formation d'autodidacte en quelque sorte sur la géologie et la morphologie de nos paysages. Et ils me répondent non, mais ça c'est fortuit, c'est un hasard. Les 2 trucs ne sont pas liés. Bon. Et il y en a même une grande géomorphologue, spécialiste du Velay, qui me dit, mais tu sais, c'est comme que tu vois des étoiles qui semblent alignées dans le ciel. En fait, vu d'ici, elles semblent alignées, mais il n'y a pas de rapport de cause à effet entre voilà. Elle me dit ça. Je lui dis, écoute, si c'est comme ça, je ne vois pas comment on peut trouver une réponse à une question qu'on se pose et qui est peut-être idiote, mais peut-être pas idiote. Pour savoir si elle est idiote, si elle a un sens ou pas, il faut d'abord chercher avant de dire que ça n'a pas de sens. Bref, je ne trouve pas d'appui du côté scientifique, donc j'ai creusé par moi-même. Et donc là, il y a le premier énigme. Voilà. Alors moi, j'ai mes hypothèses sur cette énigme, ce n'est pas le sujet de l'émission, mais c'est une première énigme. Donc je me suis engagé dans cette bataille, parce que c'était une bataille institutionnelle en quelque sorte, pour que le côté Haute-Loire, communauté de communes, département, accepte que le PNR des Monts d'Ardèche, qui est une institution ardéchoise, empiète sur le territoire altiligérien. Je me suis pleinement engagé dans cette bataille et quand je prends un dossier en main, je l'étudie à fond. Et donc ça m'a amené à m'intéresser de près à la question du projet de géoparc parce que donc c'est en 2012 que j'ai intégré la municipalité de Chauderolles et que j'ai été délégué au PNR des Monts d'Ardèche et donc il était question de ce projet de géoparc très rapidement. Et donc, j'étais passionné par ce projet que je trouvais vraiment remarquable. Il a été mal conduit de mon point de vue, mais l'idée est vraiment exceptionnelle et vraiment géniale. C'était pour contrebalancer l'impact touristique des fresques de Chauvet et de la reproduction de Chauvet dans la grotte Chauvet 2, là à Saint-Remez, qui allait drainer un nombre considérable de touristes.
dans une Ardèche méridionale qui n'avait pas besoin de ça, hein, parce qu'il y a des millions de gens qui y vont tous les étés pour faire du canoë-kayak, etc. Et alors que la montagne ardéchoise ne bénéficie pas d'un rayonnement qui fasse que le tourisme puisse être un facteur économique de développement du territoire très important, ben, l'idée pour le PNR des Monts d'Ardèche, c'était de faire en sorte que la montagne ardéchoise puisse connaître une notoriété qu'elle n'avait pas pour contrebalancer l'effet de la découverte de Chauvet, de Jean-Marie Chauvet, parce que quand même, bon, il y a peut-être des questions de pouvoir qui se sont posées là, mais ils ont fait, ces gens, ils peuvent entrer au Panthéon, hein, ces trois-là, parce que, pour moi, parce que ils ont fait un apport à l'humanité qui est considérable. C'est la plus ancienne Bible complète du récit humain, elle se trouve là, hein, c'est quand même pas n'importe quoi. Et donc, je suis rentré pleinement dans le travail de ces enjeux, et donc dans la conception même du Géoparc mondial UNESCO. Et pour pouvoir construire le dossier de candidature au réseau mondial des géoparcs, il fallait évidemment identifier un certain nombre de sites géologiques remarquables qui méritaient, par leur unité sur un territoire, de connaître cette notoriété avec l'appui de l'UNESCO. Et donc j'ai participé en tant qu'élu et que militant associatif, mais n'étant pas moi-même ni géologue ni volcanologue, mais j'ai participé à ce boulot avec les géologues et volcanologues locaux. Et lorsqu'on a identifié une centaine de géosites, comme on les appelle, de géosites remarquables, qu'on a divisés en 3 groupes, un groupe A de première importance, un groupe B dont on s'occuperait quelques années plus tard et un groupe C dont on s'occuperait encore plus tard. Et le groupe A comportait un certain nombre de points remarquables. Et moi, comme j'étais tombé un an avant sur l'alignement tout à fait étonnant de 4 volcans sur 4 chapelles, sur 80 km de long hein, quand même, quand j'ai reçu la carte de tous les géosites qu'on avait identifiés, j'ai tracé des lignes. Chaque fois que vous voyez 3 points alignés, je traçais une ligne. Qu'est-ce qui est ressorti? La structure du territoire, aussi bien côté Vivarais que côté Velay, par les failles. Par les failles qui ont des orientations différentes. Et donc, chaque fois que je voyais 3 points alignés, je traçais une ligne. Et j'ai vu une ligne qui partait de la vallée de l'Aubépin, donc en Velay, passe par le sommet du Mézin, qui frôle le mont Sarrat, le pic dans les sucs de Boré, qui passe par le Gerbier, qui continue à peu près par le Répic, et qui, je trouve, un alignement comme ça d'une série de volcans. Alors, il y avait le Répic, il y avait la Coupe des Acs, et entre les deux, il y a le pic de l'Étoile, enfin, des volcans assez remarquables quand même, sans compter le Gerbier et le Mézin. Et puis, je me dis, qu'est-ce qui arrive si je prolonge cette ligne? Et je l'ai prolongée, et je suis tombé sur le village de Bidon, dans les gorges de l'Ardèche, Bidon, où se trouve la grotte de Saint-Marcel d'Ardèche, qui est une grotte qui a été ornée aussi. Et je me suis dit, non, ça c'est du hasard, parce que je me disais, non, c'est pas possible. Et puis un jour, j'ai pas tenu, j'ai pris ma bagnole pour essayer de suivre cette ligne, et puis la route ne permet pas de suivre vraiment cette ligne jusqu'au bout, pour voir s'il y avait vraiment quelque chose à tirer de cet alignement de géosites particuliers que les géologues n'avaient pas relevé l'alignement. Ils ont simplement pointé une série de sites sans les relier entre eux. Et avec ma voiture, je suis descendu en essayant de suivre cette ligne. Et puis à un moment donné, la route me pousse plutôt vers la gauche, vers l'est, et j'arrive à Saint-Andéol-de-Berre. Je me dis, oh mince, c'est drôle, je tombe sur la ligne précédente. J'avais eu ma ligne des 4 chapelles sur les 4 volcans, bon, je tombe dessus. Et bon, c'est pas très étonnant parce que ces 2 lignes sont distantes d'environ 4-5 km. Donc. Mais, et puis je me dis, tiens, je suis à Saint-Andéol-de-Berre, je vais descendre jusque pour Saint-Andéol pour voir mon histoire de l'alignement des Andéols, ce que je n'avais jamais fait. Mais il n'y a pas moyen, c'est un cul-de-sac. Donc je fais demi-tour. Et au retour, je passe sur un petit pont que je n'avais pas remarqué à l'aller et qui enjambe un torrent à sec. Bon, je me dis, cette vallée a l'air très jolie, je la prends, je l'explore. En fait, c'est la vallée de Libye. Et j'arrive où? À la grotte Chauvet. Alors je dis, merde. Alors là, c'est beaucoup trop comme coïncidence. Et puis je vois, à la confluence de Libye et de l'Ardèche, je vois des galets de basalte, c'est-à-dire de nos volcans de là-haut qui se retrouvent au pied de la grotte Chauvet. Pierre noire, pierre blanche, pierre de l'eau, pierre du feu.
Je dis mince, et je remonte la vallée de Libye, et puis j'arrive à Saint-Jean-le-Centenier, où là je remarque que la vallée de l'Escoutaille forme une extraordinaire charnière géologique entre le monde de la pierre noire et le monde de la pierre blanche, entre la pierre du feu et la pierre de l'eau, entre deux mondes en quelque sorte, que les artistes de Chauvet, dont on nous dit que c'était des chasseurs-cueilleurs, mais nos poules sont aussi des chasseuses-cueilleuses. Il y a un tas d'animaux qui sont des chasseurs-cueilleurs, nous aussi. En quoi c'est intéressant de dire que nous sommes... Mais nous étions surtout des tailleurs-sculpteurs de pierre, et notamment des tailleurs-sculpteurs de lave, ou tailleurs-sculpteurs de calcaire, ou de silex, etc. Et donc ces gens-là ont une science du caillou. Ils ont une nomenclature des pierres, forcément, c'est pas possible autrement. Des artisans et des artistes aussi fins, aussi remarquables, à la technique indépassable, ils ont forcément une façon de nommer chaque élément de leur environnement. Et du coup, quel est le lien entre les hommes de Chauvet et la ligne dont voilà. Et donc je remonte, et puis je remonte et je continue, et je me dis, tiens, je vais prendre les lignes de crête pour remonter vers le Mézin, et je prends les lignes de crête, et alors là, c'est évident, la pente est faible, il n'y a aucun obstacle, de la grotte Chauvet au Mézin, la pente est faible sans aucun obstacle, et c'est la meilleure façon de prendre la mesure, la morphologie d'un vaste territoire, de s'en faire en quelque sorte la carte mentale. La meilleure façon de faire, c'est d'aller à pied de la grotte Chauvet jusqu'au Mézin, et même jusqu'à Yssingeaux. Et alors, on remarque qu'effectivement, c'est un territoire qui a une unité, qui est articulé, un territoire très contrasté, mais dont l'unité est articulée par une chaîne de volcans. Et là, il y a déjà en soi une énigme. Ça entraîne toute une série d'autres énigmes pour le Velay. Alors là, j'étais dans le Vivarais. Je vais passer au Velay. Alors moi, pour le Velay, j'ai une question. Est-ce que l'aspect géologique velave a-t-il pu avoir un impact sur les croyances et les légendes locales ? Est-ce que la géologie, la formation géologique, peut influencer les croyances locales ? Pour moi, ça crève les yeux. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je me suis fait assez rapidement l'observation, enfin après ces observations de terrain, à la suite de projets de rayonnement territorial par le Géoparc mondial UNESCO, par le PNR de Mont-d'Ardèche, etc. Donc à partir d'un souci en quelque sorte de dynamisme culturel pour un territoire qui doit pouvoir rayonner beaucoup plus qu'il ne rayonne, ça m'a amené à remarquer que nous sommes probablement les seuls animaux qui soyons fascinés par le spectacle de l'éruption, par le spectacle du mariage explosif, terrifiant, de la terre et des cieux, par l'éruption volcanique. Si on lit Haroun Tazieff, ce que malheureusement les géologues et les volcanologues ne font pas, et qu'il ferait bien de le faire parce que ça leur éviterait de dire 2-3 bêtises de temps à autre, notamment concernant nos volcans. Mais Haroun Tazieff, quand il décrit sa première expérience d'un volcan en éruption, il est géologue, il est ingénieur des mines, ingénieur-géologue, il n'est pas du tout volcanologue. Ça se passe en 1948 au Congo, dans la province du Kivu, à la limite du Rwanda. Et il fait le relevé de la carte géologique du coin qui n'avait pas été faite. Et puis il y a un volcan qui est là. Il est fasciné par la montagne en feu. Il est aspiré par le défi que lui propose... C'est un alpiniste, c'est un montagnard. Et il est aspiré par le défi que propose une montagne en feu. Et donc il grimpe là-haut et il observe l'éruption en cours. Et il voit la jeunesse du monde. Il voit la jeunesse du monde, il voit un dragon qui sort des entrailles de la terre, qui sème une terreur phénoménale, et il utilise l'image du dragon. Donc si un Tazieff qui n'est pas volcanologue, qui est porté à aller au-devant du danger parce que le danger l'attire, le fascine, le défi le fascine, que la catastrophe en quelque sorte spectaculaire, il dit c'est le spectacle le plus fabuleux que la Terre puisse offrir, mais il est extrêmement dangereux, ça l'attire. Comme aujourd'hui, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un tas de gens qui sont attirés par l'extrême, par des défis extrêmes. Avec maintenant les vidéos qui passent sur Internet, on voit des choses absolument sidérantes. Donc il y a toujours des gens qui sont portés au comportement à risque. Et lui était porteur du gène du comportement à risque, en quelque sorte. Et il en retire une image du monde qui change complètement l'image du monde qu'il avait avant.
Mais le premier Taziev, c'est un tailleur, sculpteur de lave africain il y a 2 millions d'années. Parce que ce qui pousse Taziev à cette observation, c'est quelque chose qui est intimement intrinsèque à l'espèce humaine. Et j'en ai tiré comme hypothèse, l'homme est peut-être le seul animal qui soit fasciné par le spectacle de l'éruption volcanique, par le mariage, par le feu de la terre, le mariage en quelque sorte des enfers et des cieux, en quelque sorte. Là, on voit qu'on va arriver sur les mythologies, les religions, les cosmogonies, etc. Mais plus profondément, j'en ai déduit que l'homme est probablement le seul animal du spectacle de catastrophe. C'est-à-dire que la catastrophe, il n'y a rien à faire, elle nous fascine. Avec ma compagne, nous avons vu notre maison complètement détruite par un incendie en 2010. Complètement. Une ancienne ferme du Mézin, très grande. Elle a brûlé sous nos yeux. Nous étions malgré tout au spectacle. Pire que ça, 1 an et demi avant, les parents de ma compagne, Daniel, sont morts dans l'incendie de leur maison. Vous pouvez imaginer dans quel état nous nous trouvions, tout particulièrement elle, mais moi aussi. Et malgré cela, nous étions au spectacle. On a eu, il y a 2 jours ou 3 jours, un truc terrifiant à la Nouvelle-Orléans, où une bagnole a foncé dans la foule. Ces images passent en boucle aux infos. Et les gens regardent ça. Quand il y a un accident de la route, on regarde. Alors, on trouve que c'est malsain. Ça n'a rien à voir avec notre santé mentale. Ça a à voir avec la complexion même de ce que c'est que l'être humain. Et toutes les mythologies, toutes traitent de catastrophes. D'épouvantables catastrophes d'humains contre des humains ou de catastrophes naturelles auxquelles les humains sont confrontés. Et on aura une émission Altistoria sur Gargantua et sur Sainte-Agathe aussi. J'aimerais bien qu'avec Jean-René Mestre, on creuse un petit peu ce sillon-là. Tout particulièrement pour le Velay. Pourquoi pour le Velay? Parce que le Velay est une terre où les vagues successives de peuplement depuis 2 millions d'années ont été confrontées au phénomène catastrophique de l'éruption volcanique. Des tremblements de terre, des inondations, etc. Il y a au 5e siècle les lettres écrites par Sidoine Apollinaire. Sidoine Apollinaire, qui était évêque et préfet de Rome, du côté de Clermont, et qui décrit des phénomènes qui, pour Taziev, ressemblent furieusement à la description de phénomènes éruptifs qui ont pu se passer en Vivarais. Et le Velay regorge d'histoires comme ça. Il y en a plein. À tous les carrefours, on peut voir le paysage au travers des catastrophes naturelles. Le Velay Vivarais, quel avenir pour la compréhension géologique de ces zones? Quel avenir? L'avenir, je pense, il passe par la pédagogie du territoire, par les chemins, par la pratique des chemins. Et ça, il faut le faire avec les écoles. Avec la mairie du Chambon, celle du Mazet-Saint-Voix et celle de Failly-sur-Lignon, qui ont toutes les 3, pour leurs équipes pédagogiques, souscrit à un programme du gouvernement qui s'appelle Territoires éducatifs ruraux et qui consiste à encourager les équipes pédagogiques de différents villages ou différentes villes à travailler ensemble pour que l'enseignement soit fait aussi en fonction du terroir dans lequel se trouvent les écoles. Donc j'ai proposé à ces 3 communes qui l'ont accepté que nous utilisions les chemins publics des 3 communes, en particulier les chemins que nous débroussaillons, que nous remettons, les chemins oubliés, que nous défrichons et que nous remettons en quelque sorte, rendons à la vie humaine, eh bien qu'on utilise nos chemins pour faire l'école par les chemins et faire l'école de notre territoire par les chemins. Parce que par les chemins, on peut lire toute l'histoire naturelle du pays, y compris avec les enjeux actuels en ce qui concerne la biodiversité, et toute l'histoire humaine de ce pays. Or, l'histoire humaine n'est jamais qu'une lecture de la géographie au travers du temps, dans la façon dont nous nous adaptons à notre environnement, que ce soit l'environnement humain ou l'environnement naturel en quelque sorte. Voilà. Et l'avenir du pays, il est là. C'est pour ça qu'Altistoria m'intéresse beaucoup, parce que ça nous permet justement, village par village, localité par localité, en quelque sorte, de pouvoir faire de nos chemins des lieux de lecture de l'histoire du monde. Parce que les hommes qui sont passés par la grotte Chauvet, c'était des arpenteurs de l'Europe entière. Les hommes de Néandertal, c'est des grands arpenteurs du globe. Ceux qui les ont précédés depuis Néandertal
jusqu'aux premiers Homo erectus qui ont abordé cette rive-ci de la Méditerranée, tous ces gens-là ont arpenté le monde en faisant un récit de ce qu'ils avaient sous les yeux. Ce récit était nourri des lieux qu'ils venaient de quitter ou de ce que leurs grands-parents leur avaient raconté d'autres territoires en d'autres temps. Il n'y a jamais eu de rupture, de transmission d'une génération à l'autre depuis 2 millions d'années. Il y a un tas de cul-de-sac pour les transmissions, il n'y a jamais eu de rupture. Et l'avenir du Velay, comme l'avenir du Vivarais, il est dans une nouvelle lecture de toute notre histoire à la lumière du spectacle de catastrophe. Merci Frédéric pour cette émission. Merci Loïs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Velay-Vivarais, écrin de conception des fresques de la grotte Chauvet-Pont d'Arc. Chers auditeurs, on espère qu'on vous a fait voyager au travers du Velay et du Vivarais. On vous remercie pour votre fidélité, pour les écoutes des émissions Altistoria. Je vous dis bien à la prochaine émission Altistoria. D'ici là, prenez soin de vous. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.